Suite aux critiques reprochant à Moonraker son côté surréaliste et son humour trop présent, Broccoli décide de changer de cap pour l'épisode suivant, Rien que pour vos yeux. Il décide d'offrir à James Bond un retour aux sources, le film puisant à nouveau son inspiration dans les écrits de Fleming. Le scénario est écrit par Richard Maybaum et Michael G. Wilson, le beau-fils de Broccoli, qui signe ici sa première participation à l'écriture d'un Bond. L'histoire du film combine les intrigues de deux nouvelles de Ian Fleming, Rien que pour vos yeux et Risico. Par ailleurs, une scène clé du roman Vivre et laisser mourir y est également incluse. La réalisation du film est confiée à John Glenn, qui était monteur et réalisateur de seconde équipe sur plusieurs épisodes précédents. C'est notamment à lui que l'on doit la séquence de ski du pré-générique de L'espion qui m'aimait. John Glenn inaugure ici une longue collaboration avec la saga. En effet, c'est lui qui réalisera tous les Bonds des années 80, avec 5 films à son compteur. Le film est de très loin le plus sombre de la période Roger Moore. Ce dernier étant peu à l'aise avec cette interprétation du personnage. Il aura par exemple beaucoup de réticence à tourner une scène où on le voit donner un coup de pied dans la voiture d'un ennemi pour le faire chuter du haut d'une falaise. Et c'est seulement après d'interminables discussions qu'il acceptera finalement de la tourner. Ce film, qui tente de renouer avec le pur thriller d'espionnage type Bon baiser de Russie ou Au service secret de Sa Majesté, est servi par une galerie d'acteurs talentueux, que cela soit dans les premiers ou les seconds rôles. On y retrouve notamment la française Carole Bouquet, parfaite dans le rôle d'une fille vengeresse. Julian Glover en ennemi principal, ou encore Topol, qui interprète le personnage de Colombo, un des alliés les plus mémorables de James Bond. Parmi les scènes les plus mémorables, on notera la course-poursuite en 2 chevaux, une séquence mythique que l'on doit au cascadeur français Rémi Julien, qui signe ici la première d'une longue série de collaborations avec la saga, à qui il offrira certaines des séquences d'action les plus spectaculaires. Si on pouvait craindre que le public boude un Bond trop humanisé comme ce fut déjà le cas pour Au service secret de Sa Majesté, ces inquiétudes furent vite dissipées, le film atteignant le score certes un peu moins bon que Moonraker, mais tout de même très honorable de 198 millions de dollars de recettes mondiales. Alors que la pré-production du film suivant, Octopussy, est engagée, 2 problèmes se profilent à l'horizon pour Broccoli. Le premier d'entre eux est que Roger Moore semble alors hésiter à renfiler le smoking de Bond, raison pour laquelle d'autres acteurs sont alors auditionnés. Parmi eux, James Brolin semble alors tenir la corde. Le deuxième problème est que Kevin McClory semble avoir enfin réussi à mettre sur pied son remake d'Opération Tonnerre, et le film avec Sean Connery de retour en 007 pourrait sortir en même temps qu'Octopussy sur les écrans. Le premier problème sera finalement réglé, Roger Moore acceptant de revenir in extremis pour ce qu'il présente alors comme son dernier James Bond. Richard Maybaum et Michael Wilson sont encore une fois en charge du scénario, qui repose sur une histoire écrite par George MacDonald Fraser. Celle-ci est très riche et très complexe, mêlant à la fois guerre froide, trafic de bijoux et menaces nucléaires. Le film bénéficie d'un très bon casting d'acteurs tous très talentueux. Steven Berkoff est à la fois fascinant et inquiétant dans le rôle d'un général russe assoiffé de pouvoir. Louis Jourdan campe lui le rôle du prince Kemal Khan, à la fois menaçant, machiavélique et tout en élégance. L'acteur Kabir Bedi y joue un homme de main qui rivalise en férocité avec le mythique requin de Richard Kiel. Et Maud Adams joue Octopussy, Bond girl bien plus intéressante que celle qu'elle interprétait dans L'homme au pistolet d'or. La scène pré-générique où on voit James Bond fuir une base ennemie aux commandes d'un mini-jet est l'une des meilleures de la saga. Les décors de l'Inde sont particulièrement mis en valeur par une magnifique photographie. Si on ajoute à cela la superbe bande originale de John Barry, on obtient ici l'un des meilleurs Bonds de la période Roger Moore. La bataille des Bonds n'aura finalement pas lieu, car Jamais plus jamais connaîtra du retard et sortira après Octopussy. Ce dernier l'emportera largement, avec 188 millions de dollars de recettes au box-office mondial, même si Jamais plus jamais réalisera lui aussi des recettes très honorables. Octopussy aurait donc dû être le dernier James Bond de Roger Moore, mais contre toute attente, celui-ci parvint à se faire convaincre d'endosser une dernière fois le smoking de 007 dans Dangereusement Vôtre. Rétrospectivement, cela fut un choix plutôt malheureux. En effet, l'âge de Moore, alors âgé de 58 ans, est l'un des points faibles du film. Celui-ci étant beaucoup moins crédible dans son image d'homme à femme, ainsi que lors des scènes d'action où l'emploi de doublure saute parfois aux yeux à l'écran. Le film repose une fois de plus sur le trio gagnant des années 80, Michael Wilson et Richard Maybaum au scénario et John Glenn à la réalisation.
Wilson y est également pour la première fois coproducteur avec Albert Broccoli, rôle qu'il occupe aujourd'hui encore. Le scénario du film présente une histoire 100% originale, et même si le titre est celui d'une nouvelle de Fleming, l'intrigue n'a aucun rapport avec celle-ci. L'histoire est une sorte de relecture de Goldfinger à la sauce années 80, l'or étant remplacé ici par les microprocesseurs fabriqués dans la Silicon Valley, qui représentaient à cette époque un nouvel Eldorado. Si la mise en scène de John Glenn est un peu moins inspirée sur ce film, celui-ci nous offre tout de même quelques bonnes séquences, parmi lesquelles une course-poursuite dans les rues de Paris, dont le point de départ est un incroyable saut en parachute du haut de la Tour Eiffel, ou encore une autre course-poursuite où James Bond fait des siennes dans les rues de San Francisco, au volant d'un camion de pompiers volé. Le décor de la mine désaffectée, où le méchant a l'intention de mettre en œuvre son terrible plan, est très impressionnant. Il fut l'œuvre de Peter Lamont, digne successeur de Ken Adams, à l'œuvre à la conception des décors de Rien que pour vos yeux jusqu'à Meurt un autre jour. Il ne fera qu'une seule infidélité à la saga avec Demain ne meurt jamais en 1997, préférant travailler sur Titanic de James Cameron, qui lui vaudra un Oscar. Parmi les autres points forts du film, un duo de méchants exceptionnel constitué de Christopher Walken dans le rôle de Max Zorin, qui campe à merveille ce personnage de fou furieux, et de Grace Jones, icône de la mode des années 80 d'origine jamaïcaine. Notons qu'il s'agit de la dernière apparition de Lois Maxwell dans le rôle de Mona Penny. Elle aura joué ce rôle dans tous les films depuis Dr No en 1962. Si le film obtenu des recettes mondiales respectables de 155 millions de dollars, celles-ci sont toutefois en baisse par rapport à Octopussy. Les producteurs vont alors comprendre que le changement d'acteur à venir sera une occasion de relancer la saga sur de nouvelles bases, pour proposer un spectacle plus novateur au public. C'est donc la fin d'un long règne pour Roger Moore. En 12 ans et 7 films, l'acteur aura permis à la saga de survivre au départ de Sean Connery, ce que beaucoup pensaient alors impossible. Il aura redéfini le personnage à son image, y apportant son humour, sa légèreté, avec toujours ce regard malicieux adressé au public. Comme il le disait lui-même, c'est ma manière de dire « je m'amuse comme un petit fou et j'espère que vous aussi ». Il est de tous les acteurs qui auront interprété le rôle, celui dont la personnalité aura le plus d'étain sur le personnage. En effet, que ces personnages s'appellent Ivanhoe, Simon Templar, Brett Sinclair ou James Bond, tous ne furent en réalité que Roger Moore. L'acteur se mettra en retrait du cinéma après la saga, profitant d'une retraite bien méritée, et occupant alors tout son temps à son rôle de parrain de l'UNICEF. Cet engagement humanitaire et son exceptionnelle carrière lui vaudront d'être anobli par la reine d'Angleterre en 2003, ainsi que de nombreuses distinctions à travers le monde. Retiré à Monaco, il meurt le 23 mai 2017 des suites d'un cancer. Ses cendres reposent aujourd'hui au cimetière de la Principauté. Merci Sir Roger Moore, les fans de la saga James Bond ne vous oublieront jamais. Vous êtes, comme les diamants, éternels.